Et bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Warhammer Amateur. Pour aujourd'hui, je vais vous proposer la dernière armée que nous n'avons pas encore vue sur la chaîne, c'est-à-dire les Skaven. Et quoi de mieux de faire un bon derby Skaven homme-lézard avec 2000 points. C'est un format qu'on n'utilise pas trop sur la chaîne, mais je sais que beaucoup de joueurs apprécient ce format, d'où le fait qu'on vous sorte une bataille sur ce niveau avec bien sûr toujours un petit scénario. Pour ceux qui ne le savent pas encore, je ne vais pas tarder de passer à plein temps sur YouTube et sur Twitch avec mes chaînes Warhammer Amateur sur YouTube et Warhammer Amateur sur Twitch. Donc ce que je peux vous demander, s'il vous plaît, c'est de soutenir cette chaîne du mieux que vous le pouvez. Vous abonner sur les chaînes YouTube Warhammer Amateur, mais aussi sur la chaîne Warhammer Amateur Replay, qui est la chaîne secondaire que je vous ai mis à disposition il y a quelques mois. Bien sûr de me suivre sur Twitch et aussi, si vous le pouvez, de soutenir sur Tipeee, qui sera bientôt donc une forme de revenu fixe pour moi, total, pour ma vie. Donc je compte sur votre soutien bien sûr. Vous avez toujours évidemment les partenaires qui sont là pour vous apporter des tables de jeu superbes avec bien évidemment les tapis de Torek, encore un tapis Torek que vous verrez durant cette bataille. Vous avez aussi bien sûr les figurines officielles que vous pouvez commander chez Rebel Forge. Vous en verrez beaucoup des hommes lézards ou des Skaven aujourd'hui qui nous viennent de notre partenaire Rebel Forge. Et aussi bien sûr si vous voulez imprimer des figurines, vous avez notre ami Forge 3D d'une qualité indéniable que vous verrez encore plus bientôt sur cette chaîne. Donc n'hésitez surtout pas, tout ce que vous pouvez faire, rien que vous abonner, liker cette vidéo et la partager et la commenter, ça soutient énormément en fait ma vie maintenant. Donc merci à vous tous, on approche des 13 000 personnes, continuez comme ça. Mes deux joueurs pour aujourd'hui seront Jérôme et Jean Lama. Jérôme qui ne connaissait pas les hommes lézards, qui voulait simplement les essayer pour cette bataille. Donc on a plutôt un débutant avec cette armée à 2000 points portant, mais pas un débutant dans All World. Et on a Jean Lama qui vient jouer avec ses Skaven. On a beaucoup basé la liste Skaven sur la boîte de départ d'Age of Sigmar. Voilà, on voulait faire un petit clin d'œil à nos amis qui jouent à Age of Sigmar pour leur montrer que ce que vous avez acheté pour Age of Sigmar peut marcher aussi, bien sûr, pour Warhammer The Old World. Et on n'a pas fait des listes très fortes, hein. On n'a aucun niveau 4 pour une bataille à 2000 points des deux côtés. On a vraiment fait quelque chose de plutôt sympa avec, encore une fois, le petit scénario que j'ai appelé la chasse aux rats. Facile, évidemment, bien sûr, pour un rapport de bataille comme celui-ci. Donc pour l'armée Homme Lézard, la liste d'armées de Jérôme est basée sur un sang ancien Saurus sur Carnosaur. Il voulait absolument jouer un gros bourrin comme celui-ci. C'est donc un personnage qui est monté sur un monstre extrêmement puissant. Il est équipé avec le collier de glyphes et l'épée de puissance, c'est-à-dire qu'il a plus 1 en force et en PA, moins 1 de PA constant, mais surtout qu'il a une invulnérable 5 et une magic résistance moins 2, ce qui fait que le gars avec l'armure lourde, le bouclier, etc. qu'il dispose, ça fait quand même une 4+, 5+, sur un mec qui a au moins 7 PV. Ça commence à être très énervé, mais c'est un monstre classique qu'on peut avoir dans Warhammer The Old World, et bien sûr c'est le général de l'armée Homme Lézard. Du côté des autres héros, on a un prêtre skink monté sur un stégadon ancestral machine des dieux, avec lui le talisman de protection, il est mage niveau 2 de l'illusion, c'est un petit choix de notre cher Jérôme. Donc on va voir ce que ça va donner. Il a eu le dragon scintillant et les robes étincelantes en magie. De plus, il possède la machine des dieux, qui est un objet de sort niveau 3. Donc ça ne fait pas rire non plus, c'est un personnage aussi à multi-PV avec une invulnérable et une armure. Ça tank très bien, en même temps les hommes lézards on sait que ça tank très bien. En dernier personnage, nous avons le vétéran scarifié Saurus Grande Bannière. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui les jouent ces personnages-là chez les hommes lézards, et pourtant ils sont très utiles, et surtout comme on l'a équipé. Étant porteur de la Grande Bannière, il dispose de l'étendard du soleil de Shotek. Tu peux pas maintenir ta position et tirer contre une unité équipée de ça qui te charge, et en plus, t'as -1 pour la toucher au tir, donc c'est toujours un peu ennuyeux. Et de plus, on l'a équipé aussi avec le bouclier enchanté pour lui donner une petite sauvegarde invulnérable. Et enfin, une lame piranha, ce qui fait qu'il te frappe avec sa force tout à fait acceptable de 5 avec une PA de -1. Mais en plus, derrière surtout, quand il te met des quiches, il te met 2 PV d'un coup. Ça rigole pas. Ça rigole pas comme personnage et on apprécie ça. Pour ce qui est des unités de base, évidemment qu'on a mis les Saurus. C'est obligatoire dans la liste d'armées de la grande armée des hommes lézards. Mais là, on s'est dit, on va vraiment baser là-dessus. On va pas mettre de Gardiens et Temples. Il n'y a pas de Slann dans cette armée. Donc, on va pas mettre de Gardiens et Temples. 20 guerriers Saurus en lance, bouclier, armure lourde. On leur a payé le mur de bouclier. Ils ont l'état-major complet avec une maïtie d'obsidienne. Question d'avoir un bon bloc de 7 en ligne avec le porteur de la grande bannière dedans. Et d'avoir un vrai
une vraie ligne de Saurus. On a mis 10 tirailleurs skink avec les javelines, les boucliers, l'armure légère, l'avant-garde et le chef de patrouille. Et enfin, 3 nuées de la jungle en unité de base, atteignant bien sûr les 25% minimum. En unité spéciale, un Bastiladon machine solaire, parce que c'est un excellent monstre, et encore une fois un autre monstre, un troisième monstre pour cette armée. 3 monteurs d'antérodactyle avec les lances de cavalerie, le bouclier et le champion, on les a équipés là aussi. Et enfin, pour terminer, le Troglodyte avec son oracle skink dessus, qui est un magicien niveau 1 du domaine de la magie de bataille avec le pilier de flamme. J'ai fait la liste d'armées hommes lézards avec Jérôme, vu qu'il n'avait pas trop l'habitude de le faire, et surtout, en plus, j'ai pas voulu mettre de Slann, j'ai pas voulu mettre de gardien des temples, parce que bah, c'est l'or, hein, c'est plutôt un guerrier qui part au combat avec ses Saurus et quelques prêtres skins qui le suivent, mais voilà, c'est quelque chose d'assez rigolo pour une bataille à 2000 points. Du côté des Skaven, alors c'est lui, Jean Lama par contre qui a fait la liste, en se basant encore une fois sur les figurines de départ que nous avons dans la boîte Shadespire. Donc il y a bien sûr le prophète gris à pied niveau 3 avec le condensateur d'énergie magique en élémentaliste avec quelques fragments de Malpierre sur lui pour cette bataille. Il a équipé aussi dans son armée un technomage avec le mousquet à Malpierre et l'anneau rubis de ruine. Il y a ensuite un chef Skaven grande bannière, armure lourde bouclier qui lui possède la bannière de vivacité vermineuse, qui veut dire que son régiment est lui-même à la règle rapide, ça fait toujours une petite surprise. Et il lui a aussi donné la lame de Nurglitch. Une lame, si jamais elle vous fait un PV en moins, et bien vous perdez 1 d'endurance pour tout le reste de la partie. Ça va être assez ennuyeux, et surtout ça va très très bien se combiner avec ce dernier personnage qui arrive, qui est le prêtre de la peste sur Creuset, avec le talisman de préservation, sorcier niveau 1 de magie de bataille, qui prendra le sort d'assaut classique. Donc on a l'aura du Creuset qui te fait le -1 en endurance constant, plus la lame de Nurglitch qui peut vraiment être très très embêtant pour les monstres. Ça va être plutôt sympa. En unité de base, 2 blocs de guerriers des clans, on est obligé en 2000 points avec les Skaven, 20 guerriers des clans avec le chef, l'étendard, le musicien, juste arme de base, même pas de bouclier, et surtout une ratasphère, parce que Jean Lama il aime beaucoup la ratasphère, 27 guerriers des clans qui eux sont là avec les lances, le bouclier, l'armure légère, l'étendard, le musicien et le chef, plus une ratling, et enfin 3 nuées de rats, on a essayé de faire quelque chose de miroir encore une fois, par rapport à la liste d'armées hommes lézards. En unité spéciale, 3 Jedi, les 3 Jedi que nous avons dans la boîte Shadespire. 26 moines de la peste avec la bannière de supériorité qui leur donne des 3 bonus fixes en plus, des 3 points de bannière en plus lors d'un état de combat, donc c'est quand même assez énervé. 4 rats ogres avec un maître corrupteur en fouet. Et enfin, on n'a pas eu le temps de peindre la grosse ratling énorme de la boîte d'AOS, mais on voulait la mettre. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de le finir. Mais on a mis 2 canons à malfoudre. Des choses qu'on ne voit jamais. Tout le monde les dit un peu nul, mais on s'en tamponne parce qu'on voulait voir ça. Je l'explique directement et de suite durant cette présentation d'armée. Le canon malfoudre est une arme qui a tout simplement un axe de direction. Et vous jetez 8d6 et ça vous fait un trait. Voilà, un trait qui traverse en ligne droite tout ce qu'il a devant lui, comme le trait d'un canon, comme la ligne d'un canon, et tout ce qui est sur ce trait se prend un dégât. Voilà, c'est tout simple, avec la force du dé d'artillerie que vous faites. Et tout simplement, c'est l'une des seules armes qui est littéralement précisée dans sa règle d'armée, où il n'y a pas besoin de viser. Tu alignes ton canon, tu lances ton 8d6, et tout ce qui est sur ce 8d6, ami comme ennemi, est touché. Voilà, c'est tout simple. C'est très Skaven, c'est peut-être l'une des dernières armes qui reste un peu des Skaven où on pouvait tirer sur ses propres troupes. Et on s'est dit, avec mes 2 joueurs, pour mettre un petit peu vraiment de rigolo, parce que en plus le canon à foudre a des incidents qui peuvent le faire pivoter lui-même, et donc vous perdez le contrôle, on s'est dit que même s'il touchait un corps à corps, la ligne de tir, la ligne visuelle de tir toucherait ce qu'il y a dessus. Voilà, parce que ça serait rigolo pour une bataille comme ça. Et puis juste pour montrer que les Skaven, ça n'a pas peur de se tirer dans ses propres troupes, c'est toujours très rigolo. Pour ce qui est de la magie des Skaven, le prophète gris en élémentalisme a eu le primaire des Skaven qui est le nuage de corruption, l'invocation d'esprit, donc c'est une espèce de vortex assez énervé, et le passage mystique pour téléporter les unités, ce qui est plutôt pratique pour ce scénario, vous allez voir, vu qu'il faut contrôler un objectif central. Enfin, le prêtre de la peste, comme je vous l'ai dit, a eu la magie de bataille, le sort primaire, le sort d'assaut. Tout ça donc, ce sont les listes d'armées.
C'est un match-up qui est plutôt intéressant, hein. C'est vraiment quelque chose qui va être très sympa. Surtout qu'il y a un scénario, bien sûr, qui va vous raconter une petite histoire. On est certes dans les histoires du vieux monde, mais là on est dans les terres du sud. Dans les terres du sud, il n'y a pas beaucoup de slan, il y en a mais très peu. Et justement, ce qui compte encore plus pour les hommes lézards des terres du sud, ce sont les bassins de frai. Et bien sûr, évidemment que cela intéresse les Skaven. C'est des bassins qui font naître littéralement des êtres vivants déjà formés. Ça intéresse bien évidemment plusieurs clans des hommes rats. Donc les Skaven ont envoyé une espèce d'expédition pour capturer les bassins de frai et aussi un petit peu pour les empoisonner si jamais ils ne peuvent pas les capturer. Le scénario, qu'est-ce que c'est? Le scénario de la chasse aux rats, un petit token de Skaven, un petit Skaven, est posé au centre de la table en début de partie, le centre de la table étant un bassin de frai lui-même. Au début de chaque tour, on vérifie quelle armée contrôle le bassin de frai, c'est-à-dire quelle armée a le plus de PU total à 3 pas ou moins du bassin de frai en début de tour. Si personne ne contrôle le bassin de frai, ça peut arriver, le token du petit Skaven, qui est quand même un petit peu frénétique parce qu'il tient littéralement des petits morceaux de Malpire sur lui-même, le petit token de Skaven va bouger aléatoirement de 1 des 6 plus 4 pas. Tu es obligé de faire tous tes pas indiqués, et même si tu fais un hit, tu suis la petite flèche du dé de dispersion. Voilà. En gros, le Skaven perd un peu contrôle et il n'écoute pas très bien les ordres. Si jamais ce sont les hommes lézards qui contrôlent le bassin par leur puissance d'unité, le token des Skaven, sentant que ça pue et que les lézards sont beaucoup trop nombreux, va bouger aléatoirement, non pas de 1 des 6 plus 4, mais de 2 des 6, toujours en suivant la petite flèche du dé de dispersion s'il fait un hit, et toujours devant faire le maximum de pas possible. Mais si ce sont les Skaven qui contrôlent le bassin par leur puissance d'unité, eh bien le token des Skaven est contrôlé par le joueur Skaven, c'est-à-dire qu'il va se déplacer dans le sens que désire le joueur Skaven. Par contre, il se déplace que de 1 des 6, question d'être discret. À la fin du 6e tour, on regardera si le token du Skaven est toujours sur le décor du bassin de frai, mais aussi si il y a des unités non engagées au corps à corps à 3 pas ou moins du bassin de frai. Si jamais il y a une unité non engagée au corps à corps à 3 pas du bassin de frai, eh bien, vous marquez un point de victoire, que ce soit un personnage ou une unité. Si jamais le token des Skaven est toujours sur le bassin de frai à la fin, il ramènera 2 points de victoire au Skaven. Mais s'il n'y est plus, il fait perdre au Skaven 2 points de victoire. Donc c'est soit tout, soit rien, directement. L'armée qui possède le plus de points de victoire à la fin du 6e tour gagnera le scénario. Vous êtes un personnage monté, vous comptez, enfin vous êtes un personnage, vous comptez pour un point, que ce soit montier ou à pied. Vous êtes un régiment, vous comptez également pour un point. Vous êtes un régiment d'une pays de 30 et vous êtes un régiment d'une pays de 5, vous ne comptez que tous les deux que pour un point. On a essayé vraiment d'être le plus équitable possible. Sachant que les Skaven ont quand même pas mal d'unités de tir, il va falloir être très agressif avec les Skaven, tandis que les hommes lézards possédant des monstres et assez peu d'unités nombreuses en termes de PU, il est très fortement possible que les Skaven vont prendre le contrôle assez vite, mais il va falloir faire beaucoup de dégâts avec les personnages puissants des hommes lézards pendant que les autres vont tenir le plus longtemps possible. Voilà un petit peu pour ce qui est de ce scénario de la chasse aux rats. Pour terminer un petit peu cette présentation, le déploiement a été fait tout à fait classiquement, hein, en unité par unité. Le décor est très chargé un petit peu, mais plutôt miroir. Le bassin de frai au centre, un infranchissable à droite avec la ziggourate et une colline sur la gauche. Et après, ce ne sont que 2 forêts, deux infranchissables qui sont d'habiller un petit peu la table. Pour notre plus grand plaisir, à nous tous, bien sûr, parce qu'on adore. C'est des décors de Warcry, d'ailleurs, pour ceux qui vous ont demandé, ou des décors qui m'ont été gracieusement offerts. Derrière le déploiement en détail des armées, vous avez les Skaven, avec Jean Lama qui a vraiment fait plaisir en mettant ses canons à malfoot sur les flancs, un à gauche, un à droite. Il a mis quand même les rats ogres sur son flanc gauche pour protéger son canon. Il a mis ses nuées de rats sur son flanc gauche, les Jezai, ses moines de la peste, le creuset sur son flanc gauche et centre. Sur le centre et le flanc droit, il a mis les guerriers des clans avec le prophète gris, et enfin les guerriers des clans avec la GB, la ratasphère et un dernier canon à malfoudre sur son flanc droit. Du côté des hommes lézards, les hommes lézards ont mis en plein centre 3 monstres et le bloc de Saurus. Donc le bloc de Saurus porte la grande manière, le Trogloudon, le Bastiladon et le Stégadon, prêtre skink, machine des dieux. Sur son flanc gauche, les tirailleurs skink. Sur son flanc droit, les nuées, le général sur Carnosaur et les antéros dactyles.
Voilà pour ce qui est du déploiement classique. Bien sûr, les avant-gardes ont été réalisés. Les hommes lézards en ont 2 avec les skinks et leur nuée. Et les Skaven en ont 1 avec leur nuée également. Et le premier tour sera pour les hommes lézards, ce qui avantage plutôt les Skaven, vu que être en dernier joueur pour un contrôle objectif, c'est toujours plus sympathique. On y va pour cette 2000 points. Le grand derby des terres du sud, hommes lézards, Skaven, qui va gagner? On va voir ça. Alors, pour ce premier tour des hommes lézards, le pion Skaven, qui n'est contrôlé par personne, va tout simplement aller faire un magnifique D6 plus 4 et donc un beau 10 aléatoirement vers les hommes lézards. Il sort complètement de la première zone de bassin de frais et va très très loin en direction de l'armée hommes lézards, ce qui arrange très bien Jérôme. Pour ce qui est ensuite de la phase de stratégie, Jérôme utilise le primaire de l'illusion, donc le -1 pour être touché ou tiré au corps à corps sur son personnage Stégadon, et réussit à le passer sans être dissipé. Au mouvement, l'avancée de l'armée est très rapide. Les Saurus, le Troglodyon, le Bastiladon ainsi que le Stégadon viennent tout de suite mettre la pression homme lézard et surtout le point de défense où il pose énormément de PU sur le bassin central. Le personnage, sur Carnosaur, vient tout simplement mettre quelques pas et quelques pressions surtout à Jean avec ses Skaven, et surtout les entérodactyles, hop, décident de passer derrière la colline et d'aller se cacher surtout des canons à malfoudre qui pourraient les aligner. Pour ce qui est de la phase de tir, je n'ai pas précisé que les tirailleurs skink viennent se mettre à l'abri derrière la ziggurat. La phase de tir est plutôt timide, mais elle est quand même bien là. Pourquoi? Parce que les hommes lézards n'ont pas une grosse portée à distance, mais par contre, quand ils commencent à tirer avec leur machine des dieux, ça rigole quand même pas beaucoup. La machine solaire du Bastiladon, qui est un objet de sort assez puissant, mais aléatoire, va aligner et tenter d'aligner les Jesai. La capacité de dissipation du prophète gris ne sera pas suffisante pour contrer le sort primaire de la machine solaire du Bastiladon. Les Jesai, ça va passer pile poil le sort. Ils vont se prendre 7 touches et vont perdre 6 PV pile poil. Ils sont one shot tour 1, phase 1 de tir. Voilà, direct le psiou de la machine solaire qui fait pas rire. Ensuite, la machine des dieux va être tentée également, parce que c'est quand même un sort qui peut faire extrêmement mal sur les nuées, qui sont pas très puissantes. Une petite machine des dieux qui va faire un 8 tout pile au lancer de magie, et la dissipation du prophète gris fera un 8 tout pile également en comptant ses modificateurs, ce qui fait que la dissipation est loupée, et zap, 5 PV seront enlevés directement sur les nuées de rats avec la machine solaire. Ça fait quand même un peu mal. Et enfin, pour terminer, le pilier de flamme lancé par l'oracle Skink, qui voudrait le placer devant le creuset de la peste, va être par contre loupé ce coup-là, vu qu'il ne faut pas oublier quand même que ça ne reste qu'un niveau 1. Pour le tour 1 des Skaven, le terrain central est donc bien sûr tenu par les hommes lézards. Autrement dit, le petit pion Skaven va faire 9 pas et va lui se rapprocher du bord de table. Il va commencer vraiment à fuir la pauvre bête, mais bon, encore une fois, ça bouge quand même 2 fois par tour. Rien n'est dit, la messe n'est pas posée. En phase de stratégie, il n'y a rien à faire du côté des Skaven, donc c'est parti pour les phases de mouvement. Jean va hésiter un petit peu. Il va hésiter un petit peu en se disant, bon, il va peut-être falloir que je charge, mais c'est surtout pour ralentir que pour faire autre chose. Il va lancer une charge avec ses nuées de rats sur le Carnosaur. Déjà parce que s'il lui reste le moindre PV, il va le bloquer. Et surtout pour éviter de se faire charger eux-mêmes par les nuées des jungles et aussi le Carnosaur en lui-même. Donc la charge va passer, elle sera réussie. Malheureusement pour Jean, elle va passer, mais vraiment limite. Ce qui veut dire que, étant tirailleur, la deuxième nuée ne pourra pas poser son socle en coin à coin avec le Carnosaur et devra donc passer derrière. Ensuite, le sort de transfert de la téléportation des guerriers des clans sur le flanc droit va être passé. Ça va directement téléporter un petit peu un bloc de guerriers des clans qui était assez isolé quand même, plus vers le centre de la table, ce qui arrange quand même pas mal Jean Lama. Ensuite, c'est vraiment l'avancée des Skaven qui va se passer sans aucun problème. Les rats ogres viennent se positionner
pour en tout cas encaisser certainement le Carnosaur qui va pas tarder d'arriver si jamais les nuées ne le bloquent pas pendant un tour. Et surtout, les Raogres sortent de l'axe de vue des entérodactyles. Au centre, le Creuset, les guerriers des clans et les moines avancent. Bien évidemment, les guerriers des clans avec le prophète gris avancent doucement pour éviter de louper une phase de tir. Et derrière la ratasphère, fonce en direction des petits skinks en espérant survivre à la prochaine phase de tir. En parlant de phase de tir, l'anneau rubis de ruine va être tenté avec le technomage sur les skinks. Il va le voir pile poil. Il va pouvoir les voir pile poil. Malheureusement, il va être dissipé par le niveau 2 sur son stégadon. C'est un peu dommage. La Ratling va vouloir tirer sur les Saurus. Et elle va directement faire un incident. Voilà, c'est assez terrible, mais elle ne pourra pas tirer pendant 2 tours. C'est un peu dommage. Le canon du flanc droit va aligner les Saurus. Il sera force 6, mais il va être trop court sur ses 8d6. Il fallait qu'il fasse 24 ou un truc comme ça. Et il va faire qu'un petit 18. C'est pas génial. Et enfin, l'autre canon qui va aligner les nuées et le stégadon va malheureusement faire force 2 et ne va faire aucun dégât. Il va même pas toucher une seule nuée. C'est dommage. C'est pas terminé parce qu'il reste le mousquet du technomage qui va vouloir toucher les Saurus. Il va faire un 1 pour blesser. C'est chaud. Le nuage de corruption d'Escaven va être tenté au niveau du bassin de frais lui-même devant les Saurus pour vraiment les embêter. Et il va échouer son sort de 1. Et enfin, les esprits élémentaires, le vortex de magie de l'élémentaire, va être lancé devant les Saurus. Et enfin, ça va passer à ce tour-là. Autrement dit, sur toute la phase de tir Skaven, il n'y aura qu'un seul sort qui va passer l'esprit élémentaire devant les Saurus. Pour ce qui est du corps à corps, ben, il y en a déjà. Il y en a déjà parce que, oui, hein, les nuées qui affrontent le Carnosaur sont bien présentes. Mais faut pas rêver non plus. Il y a un moment, ça va pas aller. Le Carnosaur, il les défonce. Il les défonce complètement. Autant le personnage au-dessus ne fait pas grand-chose. Précision quand même que vu qu'elles chargent et qu'elles attaquent, elles ont une rapidité suffisante pour frapper avant. Et là, incroyable, mais le Carnosaur va perdre 1 PV par les nuées. Voilà, c'est quand même très très beau. Par contre après, le Carnosaur en lui-même, en levant des 3 PV à chacun de ses crocs, aïe, et le personnage après au-dessus qui est un meuleur pas possible, les deux unités, enfin les deux nuées vont être oblitérées pile poil, et le Carnosaur va faire une percée de 10 pas, avançant donc gratuitement en direction des Raogres pour le tour 2. Bon, ça s'est pas passé du tout comme le voulait Jean au premier tour, mais rien n'est joué, encore une fois, la partie ne fait que commencer. Tour 2 des hommes lézards. C'est toujours les hommes lézards qui maintiennent leur présence sur le bassin de frais. Autrement dit, le petit Skaven va vers le flanc gauche et va faire 10 pas et va vraiment courir. Il va vraiment donc s'écarter de tout ceci. Et le vortex, lui par contre, le vortex élémentaire des Skaven va également reculer vers les Skaven de 4 pas. C'est dommage, il ne va même pas vers les cibles désignées, c'est quand même embêtant. Phase de stratégie, les hommes lézards vont dissiper le vortex qui est juste devant eux et ne feront rien d'autre. La magie de l'illusion, on ne l'est même pas tentée pour éviter un fiasco. À la phase de mouvement, la charge du Carnosaur sur les Raogres est bien évidemment lancée et ça sera la seule charge de tout ce tour pour éviter justement un autre problème qui pourrait arriver, c'est-à-dire une frénésie ou alors d'autres téléguidages. Pour ce qui est des restes des mouvements, les skinks rebougent sur le flanc gauche pour se mettre littéralement devant la ratasphère. Les nuées contournent les Skaven parce que là, le Carnosaur va faire un ménage pas possible dans les Raogres ou au moins va les occuper un petit moment. Sans oublier que les entérodactyles également viennent se rapprocher du corps à corps Raogre, Carnosaur et surtout aussi du canon à malfoudre. Pour ce qui est après des Saurus, du Troglodyon et du Bastiladon, là par contre Jérôme est beaucoup plus tactique, il reste beaucoup plus prudent. Il va rester en position défensive parce qu'il sait que les Skaven doivent encore avancer pour amener plus de PU et donc il ne va pas leur donner des charges trop faciles. Pour ce qui est des tirs, les skinks sont devant la ratasphère, il ne faut absolument pas qu'ils loupent leurs tirs s'ils veulent survivre, et heureusement pour Jérôme, la flopée de tirs empoisonnés va mettre à terre la ratasphère avant qu'on puisse voir quoi que ce soit de cette machine. C'est dommage parce que ça fait très très mal sur les skinks.
Ensuite, le Bastiladon va faire sa machine solaire sur les moines de la peste, mais va échouer son sort. La machine des dieux du Stégadon ancestral va être balancée également sur les moines de la peste et va faire 6 touches et 4 morts. Et enfin, le pilier de flamme va être lancé également devant les moines de la peste et il va réussir son sortilège et il va le faire popper juste devant les moines pour le prochain tour. Donc la magie homme-lézard, même sans Slann, ça rigole pas. Au corps à corps, bon, Carnosaur contre Raogre. Alors, c'est quand même pas rien, 6 PV au corps à corps vont être faits sur les Raogres. Il y aura un vu qui sera réussi par le général, mais le général va reperdre un autre petit PV par les attaques de soutien des derniers Raogres. Par contre, hein, derrière, les Raogres auront largement perdu le combat, mais vont réussir à se replier en bon ordre de 4 pas seulement, et le Carnosaur va les poursuivre obligatoirement vu qu'il est frénétique. Mais intéressant de voir quand même que ça reste des multi-PV, et les multi-PV, ça peut quand même taper assez fort sur un personnage homme-lézard. Tour 2 des Skaven. Tour 2 des Skaven, c'est toujours les hommes-lézards qui contrôlent le centre. Le petit Skaven va légèrement revenir sur ses pas, parce que ça reste une destination aléatoire. Il va faire 8 pas, il va revenir un petit peu vers le centre de la table, mais il est encore très loin du bassin de frais. Pour ce qui est après du pilier de flamme qui va bouger légèrement, c'est la catastrophe pour ce genre là-bas parce que le pilier de flamme fait une traversée de toute la ligne Skaven. Voilà. C'est terrifiant, mais le pilier de flamme, il va traverser les moines, le creuset, les guerriers des clans, parce qu'il ne peut pas s'arrêter sur un régiment adverse, donc il est obligé de faire toute la ligne. Il va faire 2 morts dans les moines, 1 PV sur le creuset et 2 morts dans les guerriers des clans. Et le pire du pire pour Jean, c'est qu'il va toucher la Ratling et va lui ôter pile poil 2 PV. Meilleur pilier de flamme de l'oracle, hein, bravo à Jérôme. Ce qui fait qu'en phase de stratégie, évidemment que Jean Lama va dissiper ce pilier de flamme, quelle horreur. Et donc c'est parti pour les charges. Il va falloir rattraper le coup. Heureusement pour Jean, là, le général sur Carnosaur, il va pas en entendre parler pendant encore 2 tours. Là, il va s'amuser avec les rogues, etc. C'est quelque chose qu'il va falloir gérer, mais plus tard. Là, il faut qu'il perce le centre. Cependant, pour Jean Lama, il a beaucoup de ressources sur le centre. Il ne faut pas rigoler quand même, ça reste assez énervé. Donc, il va balancer la charge des moines de la peste, étant frénétique bien sûr, sur le troglodyte. Une charge quand même qui est à 12 pas, voire 13 avec le test de terrain, enfin avec le terrain dangereux qui est le bassin de frais. Et là, vous allez me dire, mais attends, comment c'est possible que des Skaven puissent charger aussi loin? Eh bien, dans ces moines de la peste, il y a la grande bannière avec la bannière de rapidité, plus la lame de Nordglitch en plus. Autrement dit, la charge est possible, et la charge surtout est réussie sur le troglodyte avec la règle rapide. Bonne surprise là à voir avec les moines de la peste et cette bannière là. Donc le troglodyte est cliqué par le personnage GB et les moines. Bon, il y aura 3 morts de moines de la peste dans le bassin de frais, mais c'est un détail, ce sont des Skaven. Pour ce qui est des mouvements, la phase de transfert n'aura rien à faire. Le creuset, lui, va avancer à balle, va aller dans la zone, enfin, il va aller dans le bassin de frais, littéralement. Il n'aura pas de malus, surtout, oui, c'est dangereux parce que c'est un terrain dangereux, ça reste un char lourd. Heureusement, il n'aura aucun dégât. Et surtout, il amène dans sa zone de 3 pas les Saurus et le Troglodon avec le -1 d'endurance provoqué par le creuset. Ça va pas rigoler. Il va faire avancer également ses guerriers des clans avec son général pour amener de la PU sur la table et sur le centre de la table. Et bien sûr, il avance le technomage avec le gros pack de Skaven pour avoir un axe de vue avec la Neurobi de ruine sur les skinks. À la phase de tir, le prophète gris va lancer le nuage de corruption. Il va le louper. Encore, c'est terrifiant. Il va vouloir lancer également le vortex élémentaire au centre de la table, devant en fait son creuset et surtout devant les Saurus. Il va réussir son sortilège. La boule de feu va être balancée. Alors il hésite longtemps, est-ce qu'il le balance sur les Saurus, est-ce qu'il le balance sur les skinks? Mais il va finalement choisir les Saurus. Il va le passer, il va faire 7 touches et tout va être tanké par les Saurus. Dommage, j'aurais plutôt visé les skinks. Et enfin, c'est le tour des canons. Un canon va aligner les Saurus et le canon va faire un tir magnifique. Il va en toucher
3 et va en buter 2 avec une force 8. Et ensuite le second canon qui voit un petit peu quand même les nuées, de flanc surtout, il va toucher les nuées et va foncer jusqu'au Bastiladon avec une force de 6 et va enlever 2 PV donc aux nuées vu qu'il n'enlève qu'un PV et il ne va malheureusement pas blesser le Bastiladon. Pour ce qui est du corps à corps, bon, le corps à corps c'est quand même pas la même chose. La grande bannière contre le Troglodyon, rien que la grande bannière avec sa lame de Nurglitch, sachant que s'il le blesse, le Troglodyon descend à endurance en moins, c'est-à-dire qu'il descendrait à endurance 3 à cause du creuset, et ben là, le GB va lui enlever 3 PV solo. Donc ce qui fait bien que le Troglodyon descend à 3 d'endurance. Et alors là, derrière après, les moines vont frapper comme des sagouins. Et même avec une endurance de 3, les moines ne vont rien faire. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Les moines vont même se faire croquer l'un d'entre eux par le Troglodyon, mais le Troglodyon ne fera pas vraiment d'autres dégâts sur le bloc de moine de la peste, ce qui fait qu'il va se replier en bon ordre en utilisant sa règle d'obstiné, et il va reculer seulement de 2 pas, évidemment suivi par les moines de la peste. Derrière après, le général homme lézard contre les rats ogres. Bon, alors là, il n'y a pas vraiment de solution. Le général va oblitérer les derniers rats ogres qui restaient, et va tout simplement continuer légèrement à faire une petite percée parce qu'il reste frénétique, mais il sera arrêté par l'infranchissable et les entérodactyles juste derrière à la fin du tour 2. Pouf, c'est chaud, mais ça peut se faire. Encore une fois, ça peut se faire. N'oubliez pas qu'il faut de la masse au centre, et là, vu que les Skaven viennent de percer le centre, faut s'en méfier. Tour 3 des hommes lézards, ce coup-là, le bassin de frais est contrôlé par une PU supérieure au niveau des Skaven. Autrement dit, le petit token de Skaven est contrôlé par Jean Lama, qui ne va avancer que de 4 pas, il va se rapprocher doucement mais sûrement du bassin de frais. Derrière après, le vortex traverse les Saurus, et oui, hein, ça peut pas aller toujours dans le même sens quand même, faut pas pousser, tuant sur le coup d'ailleurs 4 Saurus de Jérôme. Il va également toucher par une surprise totale le Troglodyon avec ce vortex. On est très étonné d'avoir vu ça glisser, entre guillemets. Et justement, le Troglodyon étant touché, on lui a fait un jet comme s'il était touché aléatoirement par un tir de canon ou quoi que ce soit. Et il va se prendre 2 PV, le Troglodyon, parce que vous oubliez qu'il est descendu en endurance 3. Et là, le Troglodyon a moins de PV, bah, le Troglodyon est mort. Le Troglodyon meurt donc par ce vortex incontrôlable, entre guillemets, ce qui fait que ça va être un test de panique fait, réalisé et réussi surtout par les hommes lézards avec leur flegme et en plus l'AGB. Donc phase de stratégie des hommes lézards, bah, c'est bien évidemment la dissipation du vortex tout de suite, hein, qui est très embêtant, qui vient d'être faite. Au mouvement, c'est les charges. Les nuées ont une position favorable pour aller charger le flanc des moines. C'est ce qui va se passer, mais derrière après, Jérôme est plutôt prudent. Il se dit que non, il faut qu'il gagne du temps. Il va donc tourner son Stégadon et contourner avec le pesant la ligne de Skaven avec les moines. Ces skinks vont ramener de la PU au centre et viennent vraiment offrir leur flanc au pack de guerre et des clans avec le technomage. C'est quelque chose en fait plutôt malin, mais ça les fait descendre aussi en endurance 1 à cause de la présence du creuset. C'est assez dangereux, on va pas se mentir. Mais c'est pour simplement aller contrôler l'objectif au centre. Pour ce qui est ensuite des entérodactyles qui ont réussi leur test d'impétuosité, ils vont se déplacer derrière le canon et gardent leur charge pour le tour 4. Et enfin, la téléportation va être tentée sur le Bastiladon, mais ça sera malheureusement manqué avec le domaine de l'illusion. Et donc, le Bastiladon va tout simplement se décaler, et les Saurus, eux, vont reculer, tandis que le général, lui, qui vient de nettoyer son flanc, va se tourner et ne fait même pas attention au canon Malfoudre, qui est juste derrière lui. Au tir, les skinks, qui se sont aussi avancés quand même vers le creuset pour lui faire le plus de dégâts possible, vont lui tirer dessus. Ils vont faire 3 empoisonnés, mais ne vont faire aucun PV perdu sur le creuset. Le blast du Stégadon va être balancé sur le creuset et va lui enlever seulement un petit PV, tandis que le dégât de la machine solaire, lui, sera dissipé par la présence du prophète gris. Donc,
ça y est, la pression Skaven est arrivée et surtout, il manque encore un petit peu des choses. Là, il y a des nuées qui sont allés bloquer des moines pour éviter qu'ils fassent ce qu'ils veulent, mais ça reste que des nuées sur un flanc. Ça va pas non plus tout donner aux hommes lézards. En parlant justement du corps à corps des nuées contre les moines, il va y avoir aucune attaque empoisonnée réalisée par les 2 nuées qui auront réussi leur charge, mais il y aura quand même 3 moines mis au sol. Mais grâce au bonus fixe et à la bannière de supériorité que possèdent la bannière spéciale des clans que possèdent les moines de la peste, et bien là les Skaven vont gagner de 1. Et ça va faire reculer non seulement les nuées, mais elles vont être suivies bien sûr par les moines. Et là ils sont juste au niveau là, de se rapprocher de ce Bastiladon pour leur tour 3. Ça arrange pas vraiment les choses pour Jérôme. Et surtout, ça veut dire que vraiment le bassin central est complètement contrôlé par les Skaven. Donc tour 3 des Skaven, début du tour, le petit Skaven, toujours contrôlé par le général Omra, va se rapprocher de ses 6 pas, vraiment au plus proche du bassin de frais. Il revient très largement dans la game, et là ça met la pression donc à Jérôme, parce que s'il reste comme ça, les Skaven vont marquer beaucoup de points au centre, et même s'ils les défoncent, ils auront marqué quand même pas mal de points de victoire à la fin de la game. Il faut qu'ils s'en occupent. Pour la phase de stratégie, il n'y a rien à faire parce qu'il n'y a pas de vortex mortel sur la table. Donc, phase de mouvement, les déclarations des charges, le creuset qui est toujours à portée des guerriers des clans juste derrière lui, lance une charge sur les Saurus. Il va réussir sa charge. Il n'y a pas de perte de PV par le terrain dangereux, pas de ralentissement suffisant pour empêcher la charge. Les Skaven vont également charger les Skinks, qui sont juste devant eux. C'était une tactique de Jérôme pour en plus leur tirer dessus et marquer quelques points. Ça va maintenir et tuer deux petits Skaven sur le chemin. Et enfin, les derniers Skaven, eux, les derniers guerriers des clans, vont se retourner pour voir le général qui approche, et surtout pour voir tous ces monstres, les Stégadons, le Bastiladon, etc., etc. Pour ce qui est des tirs, c'est le nuage de corruption qui est balancé par le général, et qui va réussir ce coup-là pour les Skaven, et il va le poser non loin, bien sûr, des Saurus, évidemment. Pour ce qui est après du canon, il va s'aligner, le canon. Il va s'aligner avec les Skinks et les Saurus qui sont derrière lui. Il faut qu'il fasse 30 pas pour toucher tout ça. Et en s'alignant comme ça, il ne touche aucun Skaven, il touche un Skink et il touche les Saurus. Il va réussir son tir, Jean Lama. Il va tuer un petit Skink dans le corps à corps et il ne fera rien malheureusement au Saurus, vu qu'il fait seulement force 4 pour ce qui est de son tir. Et enfin, le canon va aligner en fait son tir sur le Carnosaure, le Stégadon et le Bastiladon. Et il fait une force 10 et traverse le Carnosaure et le Stégadon dans un psiou super énervé. C'est quand même des tirs force 10 qui sont réalisés ce coup-là par Jean. Malheureusement, les 2 invulnérables de Jérôme vont réussir, donc dommage pour Jean. Il ne pourra pas faire un beau tir de canon qui enlèvera certes un seul PV, mais qui ferait du bien au moral. Pour ce qui est après des corps à corps, les guerriers des clans contre les Skinks. Il y a 3 Skinks qui vont être tués et rien ne sera fait aux Skaven. Donc les Skinks, bien évidemment, vont perdre le combat et vont s'enfuir. Malheureusement, leur fuite... bien heureusement, leur fuite fait 11 pas. Ils ne seront pas rattrapés. Et derrière, la poursuite va faire seulement 7 pas et se mettre juste au niveau du nuage de corruption. Mais surtout, toujours à portée du bassin de frais avec les Skaven. Pour ce qui est du creuset et des Saurus, un défi, bien évidemment, va directement être lancé par le chef de régiment des Saurus. Les Saurus, alors le chef de régiment se fait oblitérer par le creuset. Le chef de régiment va partir en morceaux de bouillabaisse, littéralement. Le carnage va suffisamment faire gagner le creuset de la peste, ce qui fait que derrière, les Saurus vont utiliser leur mur de bouclier en réussissant leur test de commandement quand même, parce que c'est pas obligatoirement réalisé comme ça. Il faut d'abord faire ton test de commandement et voir si tu es en repli en bon ordre. Si tu es en repli en bon ordre et que tu as la mur de bouclier, tu peux reculer, c'est le cas. Et donc les Saurus reculent de 2 pas, ce qui fait que le creuset, lui, retombe dedans, parce que même s'il n'a pas de touche d'impact, il reste quand même au combat. Et enfin, les nuées face aux moines, les moines les explosent et percent la ligne pour aller choper le Bastiladon de front, offrant leur flanc au Stégadon. C'est quand même assez dangereux, mais c'est comme ça. C'est la fin du tour 3. Au tour 4 des hommes lézards, malgré le fait que ce soit leur tour, c'est bien toujours les Skaven qui contrôlent le bassin de frais
Et là, c'est terrible, mais c'est officiel. Le petit Skaven est revenu sur le bassin de frais. Et oui, il est revenu. Hein, il a fait justement les bons chemins. Il a fait son petit chemin de panique et il est revenu. Les 2 vortex vont être dissipés, bien évidemment, par les hommes lézards en phase de stratégie pour éviter que ça continue à être le bordel au centre de la table. Le ralliement va être réussi par les skinks en fin de phase pour le plus grand plaisir de Jérôme. Pour ce qui est des déclarations de charge, alors là par contre il peut pas dire non, le Stégadon charge le flanc des moines bien évidemment, les Entérodactyles chargent le canon pour aller manger tous ces petits gars. Pour ce qui est des mouvements normaux, les skinks rebougent et viennent se remettre à nouveau encore une fois devant les guerriers des clans et le technomage. Et enfin le Carnosaure avance à balle en direction du centre pour certainement une charge tour 5 ou tour 6. Pour ce qui est des tirs, les skinks, bien évidemment, balancent quelques petites javelines empoisonnées et vont faire 2 morts dans les guerriers des clans. Parce que, bon, voilà, il faut quand même rappeler qu'ils sont en Terre du Sud, c'est Skaven. Et enfin, au corps à corps, les entérodactyles sur le canon, bon, il n'y a pas vraiment de danger à vous rappeler ça, mais ils se font, le canon se fait défoncer, ils font une percée de 10 pas et traversent, et se rapprochent surtout du centre de la table. Les moines contre les monstres, on a donc ces fameux moines de la peste, qui sont encore une bonne douzaine, avec le PGB, la bannière de supériorité, etc. Les moines vont perdre le combat quand même, parce qu'une charge de flanc de Stégadon avec les touches d'impact, le piétinement, etc., ça rigole quand même 0. Ils vont perdre le combat de 5 et ne vont rien enlever aux monstres des 2 côtés. Dommage pour Jean Lama. Derrière leur fuite, la fuite des Skaven va faire un beau 8. Ils vont être malheureusement rattrapés par un Bastiladon. Donc ils sont rattrapés par une tortue, hein, c'est dommage. Et derrière, ben, le Stégadon, lui, va tenter un petit peu de poursuivre aussi, mais ne fera pas assez de mouvements, malheureusement. Pour terminer, le Creuset contre les Saurus. Creuset contre Saurus, là, c'est pas la même parce que la moitié des Saurus meurent. Il n'envoie pas, bien sûr, son PGB au corps à corps. Là, c'est les points que vise Jean, et il a bien raison. Et c'est assez terrifiant, mais ça meule énormément. Les Saurus, malgré le fait qu'ils perdent quand même pas mal d'entre eux, vont réussir à sceller du terrain grâce à l'AGB, justement, et donc vont reculer de 2 pas et vont être encore suivis par le Creuset et le personnage dessus. Tour 4 des Skaven, le petit rat va faire simplement 2 pas au centre du bassin de frais et va tourner dans sa petite bouillabaisse du plaisir. Pas de phase de stratégie disponible pour les Skaven. Donc phase de mouvement, les guerriers des clans avec le général qui voit approcher quand même un Carnosaure vont prudemment reculer, vraiment. Et les guerriers des clans avec le technomage vont se décaler légèrement pour voir toujours au moins de front ce Carnosaure. Au tir, le vortex des Skaven va être balancé vers les skinks. Donc un beau nuage de corruption apparaît devant les Skaven avec le technomage vers les Saurus, derrière le Creuset et devant les skinks. Un vortex élémentaire apparaît devant le Carnosaure, mais ayant utilisé un petit fragment en malpierre des familles, Jean Lama va s'empoisonner et perdre un PV, c'est dommage. Mais là, vu qu'il n'est pas sur une cloche, ça fait un peu peur. Pour ce qui est après de la boule de feu et du mousquet du technomage sur les skinks, rien ne va passer malheureusement. Et le dernier canon qui peut tenter quelque chose de tirer sur les Skinksaurus, mais qui devra passer par ses propres Skaven, eh bien va faire 41 pas de touche. Il va buter 2 Skaven au passage pour le plaisir. Il va buter également 2 Skinks et un Saurus en faisant un blast du fond des âges. Pour terminer le corps à corps, le Creuset avec le prêtre de la peste contre les derniers Saurus avec le GB. Le corps à corps est beaucoup trop violent pour ce qui est des hommes lézards. Jean met toutes ses attaques sur les hommes lézards pour mettre le plus de points possible. Il y aura quand même 2 PV enlevés sur le Creuset parce qu'il ne faut pas oublier que la GB met 2 PV quand elle te met une attaque dans la tronche. Par contre après à la fin il ne restera que l'étendard et la grande bannière homme lézard. Ils vont tenter de replier en bon ordre ou sceller du terrain, etc. Mais bon, le repli en bon ordre n'est plus possible vu que là en face il y a trop de PV. Et malheureusement, ça va craquer. Les hommes lézards vont échouer 2 fois leur test de commandement. Ils vont faire 11 pas de fuite, ne seront pas rattrapés par un Creuset qui perce la ligne et qui perce la ligne beaucoup. Et c'est dommage parce que n'oubliez pas que là il n'a plus d'unité pour le porter. Il va être loin de l'objectif central. Tour 5,
Tour 5 des hommes lézards. Le petit Skaven ne bouge que d'un pas parce que l'APU la plus grande appartient aux Skaven toujours par leur présence autour du bassin de frais. Ça fait un peu mal. Le Vortex va toucher le Carnosaure en se déviant, littéralement. Et il va faire 4-6 pour blesser le général. Ça fait très mal parce que là, le général, il serait dans un état lamentable. Heureusement pour Jérôme, il réussit 2 invulnérables 5. Mais quand même, là, le général, il a pris très très cher. Il est quand même bien abîmé alors qu'il a finalement bouffé que des Raogres et quelques nuées. Pour ce qui est après des Vortex, les hommes lézards dissipent les Vortex Skaven qui sont présents sur table. Pour ce qui est de la phase de mouvement, le Carnosaure, qui est frénétique, doit charger les Skaven, guerriers des clans avec les tokenommages, qui sont à portée vraiment maximale de sa charge, en comptant le terrain dangereux au centre. Bien sûr, il va la louper et il va avancer dans le bassin de frais et ne va pas louper son test de terrain dangereux. La marche forcée des entérodactyles va bien sûr être faite pour rattraper tout ça, parce que sinon ça va gêner tout le reste pour ce qui est des hommes lézards. Il leur faut vraiment beaucoup de PU, et là les Skaven sont encore très nombreux. Même s'il ne reste plus beaucoup de régiments des Skaven, pour l'instant, à l'objectif, les Skaven dominent, et ça fait peur. Les hommes lézards sont là pour quand même nettoyer. C'est pas fini, c'est pas fini. Pour ce qui est du Bastiladon et du Stégadon, ils viennent se mettre à portée des guerriers des clans pour pouvoir tirer dessus. Et enfin, les Skinks, les 4 derniers Skinks, font une petite marche forcée pour là aussi amener toujours un peu plus de PU. Pour ce qui est des tirs, le Bastiladon sur les guerriers des clans, qui sont le plus nombreux, va blaster, il va louper son sort. La machine des dieux va faire pareil, mais elle va être dissipée par le prophète gris. Et enfin, les Skinks vont tirer sur les guerriers des clans et vont en tuer un seul. Et oui, hein, quand t'arrives pas à passer ta magie d'offensive, ça rigole pas vraiment les hommes lézards. Et c'est bien là le problème. Tour 5 des Skaven, c'est toujours eux qui contrôlent par leur PU énorme au centre le bassin. Le petit Skaven sur un D6 va faire que 1, donc il va rester toujours en train de se baigner là-dedans. Aucune charge ne va être tentée par les Skaven, il faut qu'ils tiennent le plus longtemps possible. Pour ce qui est des mouvements, les guerriers des clans du général se reforment et font face aux entérodactyles, au cas où une folie soit tentée par Jérôme. Pour ce qui est après des guerriers des clans avec le technomage, ils avancent face à leur destin, littéralement. Parce que il a un peu peur quand même de se faire choper par le Carnosaure. Et s'il continue de reculer, en fait, il ne contrôle plus le centre. Donc pas le choix, pour contrôler le centre, il faut sacrifier certainement un régiment, même si le Carnosaure peut encore louper sa charge. Il amène donc à portée, mais un peu à distance, mais surtout toujours en portée d'objectif, le pack de guerriers des clans avec le technomage. Pour ce qui est après de ces sortilèges, enfin pardon, du dernier mouvement, le creuset se retourne, mais avec son pauvre mouvement de 2, ça va être compliqué. Pour ce qui est des tirs, le nuage de corruption va être tenté, mais il sera dissipé. Le vortex de l'élémentalisme va être popé vers les entéros, mais il sera également dissipé. Et enfin, la boule de feu sur les entérodactyles va passer. Elle va faire 10 touches et supprimer 4 PV dans les entérodactyles. Test de panique des entérodactyles. Et là, Jérôme fait 6-6-4. Et son commandement de son général est 9. Donc les entérodactyles s'enfuient. Ils s'enfuient terriblement. Ils s'enfuient terriblement parce que là, ça aurait été des points géniaux pour le centre. Tour 5, les Skaven mettent en fuite les entérodactyles. Aïe, aïe, aïe. Le canon, lui, voit le général depuis le flanc droit. Il va viser le général sur Carnosaure en alignant en plus les Skinks. Mais il va exploser. Faut pas pousser non plus. Ça reste de la technologie Skaven. On n'aura pas vu grand-chose des canons, mais ils ont quand même fait rigoler beaucoup de fois nos joueurs en ne faisant finalement que très peu d'incidents et en blastant tout ce qu'ils pouvaient en traversant les rangs. C'est toujours rigolo. Pas de corps à corps pour la fin de ce tour 5. Tour décisif du tour 6. Tour 6 des hommes lézards. Le petit Skaven est toujours contrôlé par les hommes rats. Il ne va bouger que de 2 pas et revient au centre même de la table. En phase de stratégie, le ralliement est tenté sur l'entérodactyle restant. Et Jérôme réussit à le rallier. Et là, il n'y a pas le choix. Là, il n'y a pas le choix. Il faut ramener le plus de points au centre parce que les Skaven sont encore très nombreux.
Phase de mouvement, charge du Carnosaure sur, et des Skinks d'ailleurs, précision, sur les guerriers des clans avec les technomages. Et les deux réussissent leur charge. Bon, c'était presque à prévoir, mais quand même. Le Stégadon et le Bastiladon viennent voir les guerriers des clans avec le général. Et l'Antérodactyle qui vient de se rallier, il a le droit de faire une marche forcée. Il va s'envoler de ses 20 pas. Et il va aller sur l'objectif central sans mourir sur le test de terrain dangereux. Il amène toujours un petit point de bonus pour les points de victoire. Pour ce qui est de la phase de tir, le Bastiladon et sa machine solaire, étant une grande cible, voient largement les guerriers des clans avec le prophète gris. Il va lancer sa machine solaire et va louper son sortilège. Et la machine des dieux va être tentée sur le régiment pareil du prophète gris et sera dissipée par le prophète gris. C'est bien passé au début du tour, mais au début de la partie, mais alors à la fin, le prophète gris il a juste dit non sur la table. Pour ce qui est du corps à corps, un Carnosaure et des Skinks contre des Skaven avec un technodommage, il n'y a pas à dire, mais 7 Skaven sont dégobillés indirectement et sont défoncés par le Carno et un Skink. Ils vont reculer quand même de 4 pas parce qu'ils n'auront aucune riposte derrière. Et les deux les deux Carnosaures et Skink vont poursuivre et donc vont s'écarter du domaine central et donc de l'objectif. Aïe aïe aïe, dommage pour Jérôme. Fin du tour 6 des Hommes Lézards. On fait donc le tour 6 des Skaven. Tour 6 des Skaven, le contrôle de l'objectif est toujours pour les Skaven parce qu'ils ont quand même une PU suffisante avec le régiment de guerriers des clans qui est resté sur place. Le petit pion de Skaven va faire son jet et Jean fait un 6. Il fait un 6 sur la taille de l'objectif central qui est vraiment de 5 pas et demi, 6, tu vois. Donc il dit « Ah merde, mais je vais sortir de l'objectif parce qu'il est obligé quand même de faire ses mouvements. » Et là, il va chercher dans tous les sens du terme pour essayer de trouver un axe, un morceau du socle du décor qui ferait que Sipa ne le fasse pas sortir du décor. Et il va réussir à le trouver. Alors vraiment la surprise totale parce que même moi je pensais qu'il sortait. Mais il va réussir à poser les 6 pas avec son petit pion pour que son petit pion reste sur l'objectif central. Donc bon, c'est bien joué de la part de Monsieur Jean Lama. C'est très Skaven, hein, voilà. Il dit non mais regarde ça passe, il est à moitié dessus là, c'est bon, t'acceptes. Je vais aller ouais d'accord, vas-y si tu veux. Ça sera comme ça. Pas de souci, Jérôme aussi bien sûr accepté le fait parce qu'il était quand même encore sur le socle du décor. Pour ce qui est après de la phase de mouvement, il n'y a pas grand chose qui est tenté par les Skaven parce qu'il n'y a rien véritablement à tenter. Aucune charge n'est potentielle. Les bonus fixes au centre, le creuset, malgré un marche forcée de 4 pas, va être à 4 pas du centre et donc ne pourra pas ramener ses points de victoire pour les Skaven. Autrement dit, on regarde juste le corps à corps final du Carnosaure et des Skinks contre le Technomage et ses guerriers des clans. Oh, ils se font défoncer, les guerriers des clans, bien évidemment. Il n'en reste plus que 3 à la fin avec le Technomage qui vont s'enfuir. Ils vont être rattrapés et poursuivis par le Carnosaure, qui va donc se retourner vers le centre de la table, tandis que les petits Skinks, eux, vont maintenir leur position grâce au commandement de leur général, mais ils seront malheureusement trop loin de l'objectif central à cause du test loupé de la phase d'avant. Donc, résultat de la bataille, on calcule, le creuset est trop loin, il n'amène pas de points, le Bastiladon est à portée, le Stégadon est à portée, l'Antérodactyle est à portée, 3 points pour les Hommes Lézards, et du côté des Skaven, les Skaven, les guerriers des clans sont à portée, le Prophète Gris est à portée, et oui, les personnages comptent aussi, je l'avais bien dit, sinon le Stégadon ne compterait pas, et le petit token, vous le voyez sur la photo, est à cheval sur le truc, mais ça marche, il est toujours sur l'objectif. C'est donc une victoire des Skaven à un petit point près grâce à l'objectif. Même en disant il est à moitié sur l'objectif, donc il n'amène pas ses 2 points, mais il n'amène qu'un seul point. Bon, c'est pas grave, ça aurait fait une belle égalité. Mais ça reste une victoire pour les Skaven. Bravo au scénario, parce que au point de victoire, les Hommes Lézards avaient marqué 1404 et les Skaven seulement 1026. Donc au moins, on a une victoire des deux côtés. Les armées se sont fait plaisir et les joueurs aussi. Et voilà pour ce rapport de bataille avec les fameux Skaven contre Hommes Lézards.
Petit bilan de la partie. Bilan de la partie, en fait, on a... alors, j'ai ma Zénithal qui a planté pendant le tournage, c'est pour ça que vous n'avez pas eu de vision de tous les mouvements en direct, je suis désolé. Mais ça a été vraiment... à chaque fois, il y a eu un truc avec les Skaven, comme quoi il y a toujours une petite corruption qui traîne. La partie, franchement, alors, étant vraiment publique sur celle-ci, elle n'a pas été facile. Elle n'a pas été facile pour les deux joueurs parce qu'il y a eu beaucoup de malchance quand même. Il y a eu beaucoup de malchance avec le fait que le joueur Skaven avait beaucoup de décisions à prendre avec un scénario qui le mettait plutôt en difficulté parce qu'il avait une armée basée quand même sur le tir, hein, on va pas se mentir, avec 2 canons, des Jedi, une Ratling, un magicien blaster. Et mis à part son creuset et ses moines avec son bundle de bannières et de lames de Nurglitch, bah, il n'avait pas grand chose d'offensif contre un gars qui jouait 4 monstres. Donc c'était quelque chose de super intéressant, c'était un beau défi. En tout cas, c'était un beau défi. L'homme lézard, c'est cool. L'homme lézard, c'est vraiment cool. Jérôme a apprécié jouer avec ces hommes lézards. Le fait que les monstres deviennent assez vite téléguidables avec la frénésie ou avec l'impétuosité des interros, tout ça, c'était intéressant, vraiment, vraiment, vraiment. Du côté des Skaven, je ne comprends pas pourquoi les gens disent que cette armée est nulle. Voilà, beaucoup disent que c'est nul, c'est pas bon à jouer, etc. Comme les Royaumes Ogres, et pourtant les deux armées sont vraiment sympas. Les Royaumes Ogres, on les a pas vus depuis un petit moment sur la chaîne, et en plus sur la chaîne ils ont affronté Ungrim, donc c'était quand même pas rien non plus, mais ça reste des armées super intéressantes. Et les Skaven, bah certes à 2000 points ils sont un peu plus utiles parce que tu as un peu plus de liberté pour les listes d'armées, mais j'ai trouvé que c'était vraiment cool à regarder, à jouer, tant que c'est pas des metagames avec plein de nuées et des Jedi de partout. C'est sûr que c'est moins fiable, ça te fait plus réfléchir en tant que Skaven. Je pense que Jean a fait 2-3 petites erreurs, ou en tout cas 2-3 petits choix audacieux. On va plutôt dire ça, des choix audacieux avec des erreurs de mon point de vue. Parce que même moi, je sais pas bien jouer Skaven. Il les joue certainement mieux que moi. Le duo quand même, nuage de corruption, aura du creuset et la lame de Nurglitch en trio derrière. Waouh! Par contre, grosse surprise. Le fait par contre qu'il ne one-shot pas le Troglodyte avec ses je ne sais combien d'attaques de moine de la peste alors qu'il lui restait que 2 PV, c'est un peu un vol quand même, là c'est un peu de la malchance. Le Carnosaure qui au final... Alors il nettoie, hein, le Carnosaure il nettoie, il a bouffé les nuées, les Raogres et un pack de guerriers des clans avec Technomage. Mais est-ce que ça suffit quoi? Est-ce que ça suffit? Le mec il vaut quand même cher. Et surtout, une fois qu'il est devenu frénétique, il continue d'avancer, il reste pas sur place. C'est un bon meuler, mais ça reste qu'un meuler en fait, hein, vraiment. C'est pas game break en fait, je veux dire. Donc c'est cool de le voir comme ça. Il est puissant, certes, mais il est pas game break non plus. Certes, il a dégommé pas mal de monde en face de lui, mais c'est justement à cause de lui, au final, que les hommes lézards ne font pas une égalité. Ce qu'il aurait été plus contrôlable, plus téléguidable, et ben justement non, il aurait pu rester sur place. Les skins qui loupent leur test au dernier tour pour rester sur place, dommage, même s'il restait quand même des tirs pour les gérer du côté Skaven, ça aurait fait une égalité, donc vraiment tout se fait au dernier moment. Le fait que Jean arrive avec les tout petits 6 pas de la fin de se caler sur le bord. Vraiment, j'aurais dû filmer ce passage, mais normalement c'était sur la Zénithal et sur le tournage, on l'avait. Malheureusement, ça a planté. Mais on avait vraiment... Non, mais regarde, si ça passe. Regarde, ça passe, il fait... c'est 6 pas. C'est 6 pas. Hein. Je fais, ouais, bon, t'essaies de m'entourlouper comme un Skaven. Mais franchement, non, c'est legit. Hein. Donc c'est le scénario, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça, c'est les dés qui décident et qui nous mettent la pression. La partie était vraiment super cool, j'espère qu'elle vous a plu, vraiment. Elle avait toujours un petit peu de scénario, parce qu'en effet, si on fait juste une bâche pour une bâche, des armées sont plus fortes que d'autres, évidemment. Mais c'était vraiment très 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 sympa. Le creuset reste un truc ultra puissant chez les Skaven. Le prophète gris, même en niveau 3, c'est jouable, c'est le plaisir. Pareil pour les hommes lézards, ils n'ont pas eu un gros ascendant magique pour cette partie, alors que c'est une partie à 2000 points, mais ils ont quand même tabassé des bouches pour le plaisir. La ligne de Saurus qui a tanké le creuset au moins 3 tours, enfin 3 rounds, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Donc voilà, j'espère que tout ça vous a plu. On a fait donc toutes les armées disponibles de Old World au moins une fois sur la chaîne. Alors attention, on n'a fait qu'une seule de ces versions d'armées, qu'une seule fois sur la chaîne, voire quelques-unes qui en ont eu plusieurs listes.
On a tellement de choses à découvrir encore pour World, sans compter les arcades journaux qui arrivent bientôt, des Humbet ou des Alpha Sylvain. Vous inquiétez pas, il y a encore plein de nouveautés qui arriveront, bien sûr. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez encore une fois, surtout pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter et aussi à Tipeee si vous pouvez pour soutenir la chaîne. Tout ceci m'aide à pouvoir calculer correctement de me lancer en plein temps sur les chaînes YouTube et Twitch. N'hésitez pas. On se retrouve bientôt pour un nouveau rapport de bataille, un rapport de bataille un peu spécifique, ça sera le premier sponsorisé de la chaîne. Merci à tout le monde, portez-vous bien et quelle est votre armée préférée pour Warhammer Old World? Je vous laisse le mettre en commentaire. Allez, soyez sages et à la prochaine. Ciao.